Et bienvenue à toutes dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Avant d'aller plus loin et de vous présenter l'invité du jour, sachez que j'ai un cadeau pour vous, une to-do list qui vous aide à vous recentrer sur vous. 50 idées d'actions concrètes pour se recentrer sur soi, l'idée n'étant absolument pas de toutes les cocher, mais de choisir celles qui vous parlent et de vous mettre en mouvement vers vous. Et bien voilà, donc aujourd'hui c'est un épisode spécial invité et j'ai avec moi Sophie qui est diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Je me suis dit que c'était un épisode qui pouvait plaire à beaucoup de monde. Et voilà, bonjour Sophie. Bonjour Amanda. Bienvenue sur Prends ce qui te parle. Merci. Voilà Sophie, est-ce que tu peux commencer peut-être un peu par te présenter, diététicienne. Raconte-nous un petit peu en quoi ça consiste. Donc je suis diététicienne, donc on peut dire un peu experte de l'alimentation. J'ai fait un bachelier et j'ai travaillé 10 ans en milieu hospitalier. Et pour une raison X, ça ne calquait plus avec mes valeurs. Et donc j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante. Et moi je crois énormément au destin. Et oui. En fait, on a placé des gens sur mon chemin et du coup, j'ai commencé à me spécialiser dans tout ce qui était psychonutrition, donc plus pour la maladie mentale. Et ensuite est venue la partie digestive et en fait, j'ai remarqué que les deux étaient vraiment très liés. Et donc voilà, au fur et à mesure du temps, je me spécialise de plus en plus et j'avance donc avec toutes sortes de patients, que ce soit pour des pathologies digestives ou autres. Et je constate quand même qu'il y a toujours un point où on arrive, où on parle de digestion, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui parfois est fort tabou et c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact. Oui. Oui, clairement, on dit souvent que ton alimentation soit ta première médecine et puis on parle de l'axe cerveau-intestin, on dit que notre ventre est notre deuxième cerveau. Moi, je le dis souvent aussi dans mes cours de yoga. Donc, en quoi ça consiste exactement de suivre une diététicienne, de faire appel à toi Alors, moi, la première chose que je fais lors de la première séance, je fais un peu l'anamnèse. On fait un petit bilan, en fait. On regarde un petit peu, je regarde toute la médication et aussi les compléments. Et c'est ma passion aussi, je passe directement sur le digestif en disant, on va poser une petite question glamour, côté digestion, comment est-ce que ça se passe que ce soit pour quelqu'un qui veut perdre du poids ou autre. Et on va chercher en fait des pistes. C'est vraiment quelque chose, je balaye vraiment tout. Je balaye l'alimentaire, la digestion bien entendu, mais aussi tout ce qui est un peu plus psychologique, bien-être, voilà. Le stress aussi qui a un impact énorme. Et donc du coup, je fais un peu comme toi, je parle un peu de cohérence cardiaque et ce genre de choses quand je vois que les patients sont extrêmement stressés. Parce qu'il y a un lien donc, entre le stress et le ventre, oui, alors. C'est ça. En fait, comme je leur explique, le tube digestif, c'est un muscle. Et en fait, ça peut avoir deux effets. Ça peut soit accélérer le transit, soit complètement le bloquer. Et c'est pour ça que certaines personnes me disent « Mais je suis extrêmement stressée, mais je ne vais plus à la toilette. » Et donc, en fait, ça peut avoir l'effet de bloquer tout simplement le transit. Et donc, alors, à partir de ce moment-là, on regarde un petit peu où ça bloque. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajuster au niveau des aliments et au niveau aussi du bien-être en général. De la gestion du stress, de la régulation du système nerveux. Exactement, oui. Autonome, sympathique, parasympathique. On travaille le nerf vague qui relie justement... Toi, tu le fais aussi, tu as des techniques J'ai des petites techniques, des petites astuces que je propose, évidemment. Je propose, toujours j'impose jamais. Et de voir par exemple, j'ai des personnes qui ne s'endorment pas facilement et ça aussi, le sommeil c'est quelque chose d'essentiel. Et donc du coup, par exemple, je propose la respiration carrée, ce genre de choses, de tester. Je dis écoutez, voilà, testez, ça marche sur vous, tant mieux. Si ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Et alors on va aller vraiment étape par étape parce que c'est impossible de tout changer d'un coup. Si on veut changer tout d'un coup, ça n'ira pas dans la durée.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc la première chose que je fais, c'est que je demande pourquoi est-ce que vous venez me voir, c'est quoi votre objectif. Voilà. Et à la fin, chaque personne a des objectifs différents. Oui, complètement différents. Et alors je dis, mais quel est le principal? Parce que des fois on parle de plein de choses. Et alors des fois je fais un peu comme une toile d'araignée, ce que j'appelle ça. Et je dis, en fait, ça et ça et ça ne va pas parce qu'il y a un élément déclencheur. On va peut-être commencer par le gros élément si vous êtes d'accord. Et si on me dit, oh non, pas du tout, je n'ai pas envie de travailler ça, eh bien pas de souci, on travaille vraiment ce que la personne a envie de travailler. Parce qu'il faut que la personne soit d'accord et il faut que ça vienne d'elle en fait. Je suis tellement d'accord avec ça, oui. Parce que imposer, ça ne sert à rien. En fait, je suis un petit peu le guide un peu en montagne et quelqu'un à un moment peine un petit peu sur le chemin, et moi je suis un petit peu le petit bâton qui vient un peu soutenir peut-être quelques kilomètres. Et puis quand on n'a plus besoin du bâton et qu'il devient encombrant entre guillemets, et voilà. Le but c'est vraiment d'apprendre à chacun à pouvoir se connaître et pouvoir du coup en se connaissant devenir autonome tout simplement en disant j'ai parfois des mamans qui ont une charge mentale énorme et qui voient Instagram et les beaux pas et tchic-tchac. Je leur dis Instagram c'est pas la vraie vie. Voilà, moi j'ai des astuces pour faire des repas équilibrés, vite fait, bien fait. Voilà, on a une vraie vie. Quand on rentre super tard le soir, on ne sait pas faire un repas gastronomique pour donner un peu. Alors ça les fait toujours sourire, mais ça permet aussi de déculpabiliser et de prendre un peu du recul en se disant oui, j'ai mangé équilibré, donc ce n'est pas très grave. Si ce n'est pas vapeur, si ce n'est pas. On voit vraiment les priorités de chacun. C'est vraiment du rééquilibrage alimentaire, comme on dit. Oui, tout à fait. C'est réapprendre à manger sainement, les bonnes quantités par rapport aux macronutriments, etc. aussi. Alors, je ne travaille pas la calorie, je ne travaille pas vraiment les macros. Okay. Donc, moi, je sais quand on me parle, quand on me dit je mange ça, ça, ça et ça, et en général, je demande de faire un carnet alimentaire pour avoir un peu une vision, en expliquant que ce n'est pas du tout pour les juger. Et que peu importe ce qui arrive au moment où ils arrivent, s'ils vont au restaurant, ils vont au restaurant. Enfin, voilà. Ils mangent ce qu'ils veulent, ils boivent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun regard jugeant là-dessus. Mais du coup, après, on regarde ensemble ce qu'ils veulent travailler. Je leur demande, voilà, votre carnet alimentaire, il est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer? Ou est-ce que vous avez une question par rapport à ça ou ça? Et alors, on travaille les thématiques. Et je travaille les thématiques avec des jeux, entre guillemets. Donc, c'est des animations un peu ludiques. Et alors, ça permet, par exemple, de créer des menus. Quand j'ai beaucoup de personnes qui viennent et me disent, je ne sais plus quoi manger. D'accord. Alors je leur demande qu'est-ce que vous avez dans vos placards. Je ne vais pas commencer à faire des listes de choses à acheter au magasin, elles sont peut-être chères, contraignantes, etc. Je respecte vraiment les valeurs de chacun. Celui qui veut manger bio, il mange bio. Celui qui ne mange pas bio, il ne mange pas bio. J'ai pas de... Voilà. Et puis après, on fait par exemple des menus et on construit avec des petites cartes, avec des petites images, parce que c'est plus facile de visualiser en se disant ah ben oui, je marierais bien ces légumes-là avec ceux-là et ceux-là, que de rendre un plan alimentaire tout fait en disant manger 200 grammes de légumes ou quoi. Voilà. Mais il y a quand même des groupes d'aliments à privilégier. Enfin, tu vois, il y a quand même, tu sais, quand on dit une dose de légumes, une dose de protéines, une dose de fibres, enfin, tu vois, est-ce que ça... dans le rééquilibrage alimentaire, ça compte, j'imagine. Oui, alors de réapprendre à savoir, tu vois, quel groupe d'aliments manger, en quelle quantité. Moi, par exemple, j'ai souvent entendu, en m'intéressant à ça, que c'était bien d'avoir au moins 50% de notre assiette de légumes pour avoir des fibres, les nutriments, etc. Un quart, une source de protéines et un quart un peu de céréales qui viennent un peu combler et aider le reste à être assimilé. Si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que ça, tu vois, ça fait partie du rééquilibrage alimentaire? Oui, tout à fait. C'est une des premières choses qu'on voit. Donc, c'est les quantités dans les assiettes. Donc, comme tu viens de bien l'expliquer. Mais aussi la quantité, le volume. Oui. On voit ça. Je vois des patients qui, quand l'assiette elle est servie, il faut absolument finir. Oui, ça c'est moi ça. Voilà. Et donc, du coup, des petites astuces toutes simples. Je dis, vous n'avez pas des assiettes un peu plus petites quelque part et vous vous servez une assiette un peu plus petite. Excellent. Et alors vous regardez, à un moment quand vous avez fini cette assiette, vous vous dites est-ce que j'ai encore faim? Oui, j'ai encore faim. Alors là, on se resserre. Non, je n'ai plus faim, on ne se resserre plus. Et après avoir mis vraiment les bases des menus, de l'équilibre alimentaire
en fonction de ce que la personne veut travailler. Par exemple, j'ai des gens qui détestent le pain gris. Évidemment, le pain gris, c'est meilleur que le pain blanc parce que des céréales et autres, mais ça dépend au niveau digestif aussi. Oui. Tout dépend de chaque personne. Et donc, du coup, là, je dis, ok, pas de souci, c'est du pain blanc. On va peut-être travailler autre chose. C'est eux qui mettent la priorité sur le groupe c'est vraiment adapté à chaque personne, etc. Quels sont, Sophie, les différents objectifs justement qu'il peut y avoir? Parce que j'ai vu que c'est le quart d'heure de folie de mon chat, il y aura un peu d'animation en bruit de fond, c'est pas grave. Ça rend très vivant, tu vois, très spontané. Donc, quels sont les différents objectifs qu'il peut y avoir? Tu me disais, voilà, il y a plusieurs objectifs et j'ai vu que tu étais spécialisée en troubles digestifs. Il y a quoi comme pathologie, par exemple, parce qu'il y a la perte de poids, mais j'imagine qu'il y a aussi des troubles particuliers. J'ai déjà entendu parler de la maladie de Crohn, du SIBO, des candidoses, etc. Enfin, voilà, il peut y avoir quoi comme différents objectifs chez les gens ou ils peuvent venir avec quoi, en fait, comme bagage? Alors, ils viennent avec d'abord leur objectif. Et dans le digestif, en général, c'est je n'en peux plus parce que j'ai de la diarrhée ou j'ai de la constipation. Des ballonnements, des douleurs. Voilà. Et donc, du coup, la première chose que je fais, c'est demander s'il y a eu des examens faits par le médecin traitant, si on a vu une gastro-entérologue, ce qu'ils ont déjà essayé de mettre en place. Aussi, parce que j'ai certains patients qui ont décidé d'arrêter le gluten, d'arrêter le lactose. Mais sans trop savoir, ils font ça d'eux-mêmes. Un peu d'eux-mêmes parce qu'ils sont parfois perdus dans le flot d'informations. Et donc, du coup, alors je demande toujours, c'est une question parce que vous avez plus envie de manger du gluten, plus envie de manger du lactose, ou parce que vous avez entendu que. Et alors, en fonction de. Je dis, si la personne me dit, moi je ne veux plus jamais manger sans lactose, comique, si je ne veux plus jamais manger sans lactose, mais qu'elle n'avait pas de souci à ce niveau-là, je lui dis, écoutez, c'est votre choix, c'est votre droit. Je ne vais pas lui dire, non, c'est ridicule ou ce genre de choses. Non, c'est toujours dans la bienveillance et dans le... Voilà. Mais parfois, j'ai des gens qui me disent, moi je mange sans gluten parce que j'ai entendu dire, j'aime bien mes pâtes, par exemple. Je dis, est-ce que le sans gluten, du coup, comme il n'y a pas eu d'examen ou que ça ne va pas dans ce sens, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça le souci? Ah non. Alors on va reprendre, en fait, je rigole toujours quand je leur dis ça, mais on fait un peu une enquête alimentaire. Oui. On commence toujours par une alimentation équilibrée avec un carnet alimentaire. Et là, moi, je vois déjà si les quantités, les proportions, etc. sont plus ou moins respectées. Et puis après, j'ai un cheminement, j'ai ce qu'on appelle des guidelines. En anglais parfait. Et du coup, on arrive alors progressivement à voir s'il y a vraiment quelque chose à faire plus loin, par exemple pour des régimes un peu plus drastiques comme les FODMAPs. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, tout à fait. C'est des aliments qui fermentent facilement. Oui. Mais il y a aussi des personnes qui ont vraiment déjà un diagnostic de poser. Oui, mais je prends quand même toujours la peine de repartir à la base. Ah oui. Parce que j'ai déjà eu des médecins traitants qui disaient on a fait des examens, vous avez certainement le côlon irritable. Je dis oui, c'est possible, mais je repars toujours. Tu vas voir ces examens pour voir est-ce qu'ils sont vraiment validés ou est-ce que c'était pas juste une supposition, quoi. Oui, et voir si on peut déjà arranger les choses. Je déteste les restrictions. Et donc j'ai vraiment très bien choisi ma spécialisation parce que ça peut... Ça va parler à beaucoup de personnes parce qu'on n'aime pas être frustré, surtout avec la nourriture, quoi. Et donc du coup, si une restriction est complètement inutile et que la personne peut s'en débarrasser et revivre normalement, on va l'enlever. Et en fait, en repartant avec la base, en voyant si on a des effets ou pas, alors, par exemple, j'ai en tête l'exemple d'une patiente, ça faisait 2 ans qu'elle faisait le FODMAPs, alors déjà, c'est pas conseillé du tout. De l'enlever radicalement, quoi. Non, en fait, ce sont des sortes de glucides qu'on enlève à partir du moment où on a fait tout le cheminement et qu'on se rend compte qu'on n'a pas de... FODMAPs, c'est là pour pallier aux symptômes, en fait. Ça ne guérit pas. Oui. Et donc, du coup, cette dame-là, ça faisait plus de 2 ans, donc son microbiote était vraiment appauvri. Ah oui, c'est ça, du coup, oui. Parce qu'elle n'avait jamais fait de réintroduction, pas de stabilisation... Et donc, du coup, elle ne savait juste pas. Et elle avait une quantité d'aliments qu'elle ne pouvait plus manger.
Donc je lui ai dit, bah, écoutez, on va repartir de ça, montrez-moi les listes que vous avez trouvées, etc. Et puis ensuite, on va réintroduire et voir si on a des effets. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des sortes de glucides qui ne posaient pas du tout problème, et d'autres, oui. Alors est-ce que c'était là avant, ou est-ce que c'est ça, ou c'est le fait d'avoir restreint qui a déclenché ça, ça, on ne saura pas. Et alors, on réintroduit progressivement en fait, des petites doses un peu homéopathiques pour relancer le microbiote et pour sortir en fait, de ces ballonnements, douleurs, constipation, diarrhée. On relance tout doucement la machine en fait. On fait machine arrière. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup entendu, même chez des amis ou chez des patientes, des clientes aussi, que par exemple elles avaient une petite intolérance au gluten, enfin tu sais ça fermente un peu, ça fait gonfler, etc. Donc elles ont arrêté radicalement, et puis après on devient extrêmement intolérante à la moindre petite miette, quoi, tu vois, le fait d'enlever carrément drastiquement un aliment de notre alimentation, ben qu'après ça devient encore pire en fait. Oui, tout à fait. Et donc, mais il y a plein de choses qui peuvent déclencher ça aussi. Ça peut être simplement, vous prenez des antibiotiques parce que vous avez X ou Y microbes, bactéries, et puis en fait, le fait d'avoir pris des antibiotiques, le microbiote est moindre, et donc des fois ça déclenche des choses. Et donc là, il faut prendre des prébiotiques, probiotiques, des trucs comme ça. Je suis pas tellement pour, parce qu'en fait le microbiote c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc quand on prend des antibiotiques, on dit toujours prendre sur la souche de l'antérol, là, le Saccharomyces boulardii. Ça, ma foi, oui, mais aller plus pousser dans cette souche-là ou autre, ça devient très complexe. C'est quelque chose qui est beaucoup étudié pour le moment, mais où on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. C'est extrêmement onéreux en plus. Donc moi, je repars toujours, avant de mettre même que ce soit des probiotiques sous forme des probiotiques sous forme de cachet ou même des compléments alimentaires, je pars toujours de l'alimentation. Parce que c'est toujours ce qui est... C'est la base, en fait. C'est ce qui va être le mieux assimilé. Mais oui. Voilà, et puis il n'y a pas des déstabilisants, des additifs ou ce genre de choses. J'ai des patients qui viennent en me disant « J'ai de la diarrhée depuis X temps. C'est pas super glamour, mais c'est comme ça. Et je sais pas pourquoi. » Et donc, dans l'anamnèse, je regarde et puis je dis « Votre complément, là, il y a ça et ça et ça dedans. Arrêtez-le peut-être une semaine ou deux. » Et puis, ils me sonnent et ils me disent « Vous avez trouvé le problème. » Ça va mieux. Donc, du coup, on n'est pas obligé de passer par quelque chose de super... Oui. D'où l'importance aussi d'être accompagné et de ne pas faire de l'automédication avec tous ces trucs-là et les conseils Instagram, etc. Enfin, c'est important, quand on a des vrais problèmes digestifs, d'être vraiment suivi par une professionnelle qui peut avoir ton regard expert, ton analyse sur la situation, quoi. Oui. Mais oui, surtout que les compléments, on en prend de plus en plus. Enfin, je vois des patients qui ont des listes... énorme de compléments, et en fait je dis mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose pour vous, à part que vous avez été allégé en fait au niveau du portefeuille de 2, 3, 400 euros. Oui, parce que c'est pas remboursé, etc. Non. Quoi. Les compléments c'est en vente libre, un peu comme le Dafalgan au final. Mais on a déjà vu que le Dafalgan, si on en prend trop, c'est très mauvais pour le foie. Oui, clairement. Donc en fait c'est comme tout. Il faut pas faire de l'automédication, même si c'est des compléments, ça a un impact. Si c'est mal pris au mauvais moment, en mauvaise quantité, en mauvaise association peut-être. Voilà, il y a des compléments qui coûtent extrêmement cher et qui ne sont pas bien dosés, qui sont bon marché et qui voilà. Alors, franchement, c'est super intéressant tout ce que tu racontes, j'aime vraiment beaucoup. Et je voulais revenir, donc tout à l'heure tu me disais que voilà, le stress a vraiment une influence importante sur les troubles digestifs en tout cas, hein. Pourquoi on dit que notre ventre c'est notre deuxième cerveau? C'est une question d'innervation, c'est une question, en fait ce sont les micronutriments, les vitamines et autres qui sont parfois fabriqués même par le microbiote, qui vont permettre en fait des échanges au niveau cerveau-intestin, et donc parfois un microbiote déséquilibré peut entraîner par exemple une dépression. Ah ouais, carrément. Oui, carrément. Ça peut engendrer pas mal de choses.
Et donc, apparemment, dans les dernières études, le microbiote aurait beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense encore sur... Donc, si notre système digestif pouvait nous parler, en fait, qu'est-ce qu'il nous dirait quand voilà, par rapport à nos émotions et tout ça, ce serait quoi la symbolique émotionnelle? C'est quoi son message, là? Tu vois, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand il nous envoie des messages comme ça de dysfonction? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, en fait, notre système digestif? Notre système digestif peut nous dire, au niveau des émotions, ça peut se refléter comme de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, enfin ce genre de choses. En fait, le fait de se recentrer va permettre de diminuer donc les maux au niveau digestif. Et donc, souvent, très souvent, j'aborde la question des émotions qui est en général... je remarque que beaucoup d'adultes ne savent pas mettre des mots sur leurs émotions. Et c'est super comique. Je dis, moi-même, j'ai remarqué, donc j'ai un petit garçon de 4 ans, et j'ai remarqué que grâce à lui, j'ai appris à mettre des mots sur mes émotions. Que ce n'était pas toujours aussi facile en fait. C'est quelque chose de plus compliqué que ce qu'on pense. Et donc parfois j'ai la roue des émotions et je vois un peu avec les patients. J'ai même un jeu qui permet, voilà, quand la personne est complètement bloquée et elle me dit je ne sais plus quoi vous dire, j'ai un jeu où on a les besoins, les ressentis, ce genre de choses en fonction de certaines situations. Donc je leur laisse pêcher en fait la situation, les besoins, les ressentis. Et c'est souvent la séance un peu mouchoir parce que la personne s'ouvre complètement et alors là elle sait mettre le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas et en prendre conscience. Voilà, tout simplement. Parfois on me dit j'avais pas pris conscience que ça ou ça m'énervait et que c'était peut-être ça qui déclenchait. Donc voilà, et alors je demande toujours comment est-ce que vous pourriez alors qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Et je reviens toujours sur ce truc d'équilibre et de bienveillance. Je dis, mais j'ai beaucoup de mamans et je leur dis, mais vous êtes extrêmement bienveillante envers votre famille, mais est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce qu'il y a de la place pour vous quelque part? Parce que c'est essentiel, vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous. Et c'est quelque chose quand on est maman qu'on a tendance à oublier en fait. On vit pour les autres et plus tellement pour soi. Donc j'essaie de recentrer vraiment les gens sur eux en leur disant oui, vous avez le droit d'être fâché dans telle ou telle situation. Oui, vous avez le droit de ressentir des émotions et c'est normal. On est dans une société qui a tendance à nous dire non, la colère et tout ça, on n'y a pas droit. Si les émotions sont là, elles sont faites pour nous guider en fait. Ce n'est pas être en colère, avoir peur ou avoir de la tristesse, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. Ouais. Ça va absolument dans le sens de ce que je raconte tout le temps. Voilà. Donc, c'est bien, on va dans le même sens. Accueillir ses émotions plutôt que de mettre un couvercle dessus et que ça finit par rester coincé à l'intérieur, en fait. Après combien de temps on commence à avoir des bénéfices quand on fait appel à toi ou enfin, voilà, qu'on a un suivi comme ça tout dépend de l'objectif, tout simplement, et aussi... de là où les gens sont positionnés, disons. Donc, j'ai des gens qui viennent aussi pour des troubles du comportement alimentaire. Ah ouais. Et là, on va voir... J'ai beaucoup plus d'hyperphagie, donc le fait de manger énormément. Et en général, ils mangent leurs émotions. Et donc, on va par exemple décortiquer alors pourquoi, comment on peut changer ça. Et donc, ça va vraiment... dépendre. Je dis toujours à la première séance, la première c'est vraiment pour avoir une vision globale, médicale, vraiment structurée. Et après, on fait le nombre de séances dont vous avez besoin. Alors ça peut être 1, ça peut être 6, ça peut être 10. C'est vraiment en fonction des gens. Voilà. Et ça m'arrive parfois, je pense à une patiente avec laquelle on a très peu parlé alimentation au final. Elle m'a donné la problématique de base et puis j'ai beaucoup écouté cette patiente les fois après et je lui ai dit écoutez, voilà, je l'ai aiguillée comme je pouvais et en lui disant je ne suis pas non plus psychologue, donc si vous avez besoin de soutien, il y a aussi des psychologues qui sont pour ça. Elle m'a dit non, j'ai tissé vraiment une relation de confiance avec toi, qu'elle me dit. Donc voilà, et au final, au fur et à mesure, je pensais
vraiment humblement ne pas avoir d'impact et je ne voyais pas l'intérêt moi personnellement. Et après 6 séances, en fait, quand j'ai reparlé alimentation, on commençait franchement à voir, il n'y avait plus de troubles de prise alimentaire compulsive, tu vois. Il y avait moins de frustration au niveau alimentaire et en fait, elle commençait à s'écouter, à se réguler. Et en fait, là où je pensais ne pas avoir d'impact, j'avais gagné sa confiance et je l'avais réussi à la recentrer et à lui permettre en fait de sortir tout doucement de son trouble du comportement alimentaire. Ouais, ça c'est des moments comme ça qui évidemment des moments de doute suivis de victoire. Oui. Pour elle, ça fait forcément plaisir. C'est clair, c'est pour ça qu'on fait ces métiers-là, hein. C'est ce qui donne du sens aussi. Comment ça se passe du coup quand on veut prendre contact avec toi? Voilà, est-ce que tu as une formule type? Est-ce que c'est toujours en présentiel? Enfin, comment ça se passe de travailler concrètement avec toi, par exemple de la prise de rendez-vous jusqu'à la fin du suivi de la personne? Alors, pour la prise de rendez-vous, j'ai un site internet. Ok, je le mettrai en description de cet épisode, comme ça tout le monde aura toutes tes infos, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes à qui ça va parler. Alors, on peut venir en présentiel. J'ai 2 cabinets, enfin, je consulte dans 2 cabinets, un à Liège et un à l'Arrêt, du côté de Theux. Mais j'ai aussi des personnes qui viennent en visio, j'en ai de plus en plus. Oui. C'est plus facile pour elles. Oui. Et donc, il n'y a absolument aucun souci. Je prends 45 minutes quand même chaque fois pour refaire vraiment le tout, quoi, l'émotionnel et l'alimentaire et voilà, amener donc avec des moyens ludiques et je suis flexible pour ça au niveau des horaires. Certaines personnes me demandent par exemple entre les consultations d'avoir un petit appel juste pour dire, pour checker. Un petit suivi. Voilà. Ouais. Donc je fais alors dans ces cas-là des visios de 15 minutes où on revoit vraiment, on se voit alors, où on s'appelle si besoin. Et certaines me disent non, pas besoin, on se verra la prochaine fois et c'est bon. Et j'ai aussi donc la possibilité avec un carnet alimentaire, j'utilise alors du coup WhatsApp. Oui. Et les gens en fait m'envoient leurs questions. Donc si un jour ils se lèvent en se disant oh ben tiens j'ai entendu ça, on m'envoie la question. Et je réponds à la question en disant ça. Et j'adapte vraiment. Ça, c'est une autre forme de suivi, alors, WhatsApp. C'est compris dedans. Ah, et donc, ça fait partie du prix, quoi, je vais dire. Oui, c'est compris dans le prix. Et alors, mais je déteste imposer. Donc, je leur explique qu'ils ont le droit de... mais qu'ils ne sont pas obligés. S'ils sont débordés, s'ils n'ont pas envie, que sais-je. Et parfois, j'ai des gens qui n'ont pas besoin. Et puis, d'un coup, qui sentent qu'ils sont un peu plus... vulnérables ou qui ont besoin d'être relancés, là alors on regarde ensemble et on bloque une date, quoi. Alors, mais tu n'imposes pas un nombre minimum de séances, c'est à la séance, quoi. C'est vraiment au besoin, si c'est réglé en une séance, tant mieux. Ben oui, clairement. Tant mieux. Ah ben chouette, dit Sophie. Alors ici, j'avais encore 2 petites questions pour toi. Il y en a une, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a, parce qu'en effet, chaque personne est différente, c'est vraiment très important de s'écouter, d'avoir un regard, de regarder, en effet, il y a des personnes qui ont la diarrhée, il y a des personnes qui sont constipées, il y a des personnes qui ont, je ne sais pas moi, des troubles très différents. Mais est-ce qu'il y a un peu... quelque chose d'assez universel, un conseil que tu pourrais donner aux personnes pour avoir une bonne alimentation, une bonne digestion? Est-ce qu'il y a des premiers pas simples à faire? Tu vois, une recette idéale qui peut convenir vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent? Quel est le b.a.-ba d'une bonne alimentation, d'une bonne digestion, tu vois? Alors le b.a.-ba d'une bonne alimentation... Je vais un peu loin. Mais... et d'une bonne digestion d'ailleurs. Mais une petite base, quoi, tu vois? Il faut arrêter les restrictions. C'est la base. On ne retire pas les féculents, par exemple, j'ai beaucoup entendu ça. Votre microbiote a besoin aussi de minéraux, de macronutriments, accessoirement, mais de minéraux qui se trouvent dans les féculents, on en a besoin. Donc pas de restrictions inutiles. Et ensuite, par exemple pour l'automne et autres, bien sûr, manger coloré passe par des belles assiettes, des légumes colorés. En général, les légumes de saison, il n'y a pas de faute. Et plus c'est coloré, mieux c'est. Déjà au point de vue visuel, au point de vue gustatif et ce genre de choses.
Et plus on mange coloré, plus on a des antioxydants, plus on a des vitamines et ce genre de choses. Donc moi je dirais que ce soit fruits ou légumes, ne pas tomber dans les excès, pas de restrictions et éviter les excès. Oui. Être en équilibre, quoi. Enfin, oui, manger varié alors. Manger varié, moi, quand tu me dis pas de restriction, directement ça me donne l'envie de manger des pâtes tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça serait pas bon non plus, quoi. Il faut avoir un peu de tout. Il faut avoir un peu de tout, il faut varier. Et maintenant, si tu manges des pâtes tous les jours, au bout d'un moment, t'en auras marre. Pas sûr. Franchement, c'est comme les frites. Pas sûr que j'en aurais marre un jour. Ok, merci beaucoup. Donc la toute dernière question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ça c'est compliqué. Ce que j'aime le plus dans mon métier... Je sais que tu es très passionnée et que tu aimes tout ton métier. C'est l'échange avec les patients. Avec les patients ou même avec les stagiaires, parce que je prends des futurs jeunes diététiciens avec moi. C'est l'échange, parce que les gens ne se rendent pas compte comme l'échange me nourrit moi, leur expérience. Et je dis toujours, quand on rencontre quelqu'un, il y a une raison. Et donc du coup, c'est l'échange. Eh ben, merci beaucoup Sophie pour ta générosité, pour cet échange du coup. J'imagine que tu seras d'accord s'il y a des personnes qui ont des questions, de les poser en commentaire de l'épisode. Moi je te les transférerai, que tu seras d'accord d'y répondre. Oui, bien sûr. Et moi je mets toutes tes coordonnées en description de cet épisode, ton site, ton site hein, oui, et ta page Facebook aussi. Insta, oui. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!